Alors le TP que je présente aujourd'hui est présenté aux étudiants de la filière SMC, donc le semestre 6. Il s'inscrit dans le module technique de séparation. Ce TP s'intitule « Analyse et séparation d'un mélange de produits organiques ». Alors l'objectif de ce TP est de se familiariser et d'apprendre à analyser, à séparer donc un mélange de produits. Ça nous permet également d'illustrer certaines des techniques de séparation très courantes en synthèse organique et de façon générale en chimie, telles que les extractions, la recristallisation et particulièrement la chromatographie. Alors, dans notre cas, le but de notre manipulation, c'est de séparer trois composés, le 2-naphthol, que j'ai symbolisé par la lettre A, la benzophénone, le composé B, et puis le naphthalène C. Ces trois produits sont solubles dans l'éther et nous avons pris un mélange donc de 2 grammes, un mélange de 2 grammes de ces trois composés et donc dans 15 millilitres d'éther et on va donc procéder à leur séparation. Dans un premier lieu, on va procéder à une extraction acide-base. Parce que dans le mélange, nous avons ici le 2-naphthol, donc avec la fonction alcool, donc un hydrogène donc légèrement labile. Le naphthol a un pKa de 9,5. Donc en présence d'une base forte, je peux tout simplement transformer mon naphthol en sa base conjuguée, la 2-naphtholate. Alors, donc, dans un premier lieu, je vais faire une extraction acide-base avec une solution aqueuse de NaOH 2 molaires. Je sais que, alors, en présence d'un acide bien que faible, le 2-naphthol, en présence d'une base forte qui est NaOH, donc je peux former donc, le naphtholate, tout simplement la base conjuguée de mon acide A, et bien sûr avec des parts d'eau. Alors, une fois que j'ai formé donc, le naphtholate par extraction par ma base NaOH, je vais avoir bien sûr 2 phases puisque mon mélange au départ était dans l'éther. L'éther n'est pas miscible à l'eau et donc je vais avoir une phase organique constituée par la phase éthérée et une phase aqueuse dans laquelle donc, les produits qui ne sont pas solubles dans l'éther et sont solubles dans l'eau vont passer dans la phase aqueuse. Alors, je vais faire une extraction. Après décantation, donc je vais obtenir 2 phases, la phase organique et la phase aqueuse. Donc, je vais les séparer. Cette première séparation, ça va me permettre de séparer donc, le naphtholate, qui est la base conjuguée de mon naphthol, des 2 composés au départ, donc B et C, qui sont tout simplement la benzophénone et le naphthalène. Alors, en ce qui concerne le naphtholate, une fois que j'ai donc formé mon naphtholate dans ma phase aqueuse, je vais tout simplement acidifier par une solution d'acide chlorhydrique concentré pour reconvertir ma base conjuguée tout simplement en naphthol. Le naphthol que je cherche en fait à avoir, je cherche à savoir sa masse donc dans le mélange. Et donc le naphthol, une fois formé, je vais tout simplement, il n'est pas soluble dans l'eau, là bien sûr je suis dans l'eau, il va précipiter et je vais donc le récupérer par filtration. Le naphthol, donc, qui normalement provient de ce mélange, n'est pas très pur. Donc, pour avoir un produit pur, c'est un solide. Et les solides, je sais les purifier par la méthode classique, basique, la recristallisation. Donc, je vais faire une recristallisation et ça va me permettre d'avoir un produit, donc le 2-naphthol bien pur. Donc, je vais tout simplement le filtrer et le sécher et je vais pouvoir déterminer sa masse M1, donc la quantité de naphthol introduite dans le mélange de 2 grammes. En ce qui concerne les 2 autres produits, donc le produit B et le produit C, donc je parle de la benzophénone et le naphthalène, qui sont solubles dans l'éther, ils sont toujours dans la phase organique, je vais tout simplement les séparer par une chromatographie. Donc je vais faire dans un premier lieu une chromatographie sur couche mince pour analyser ces 2 produits, pour analyser le mode de séparation de ces 2 produits. Je détermine donc les meilleures conditions qui permettent leur séparation. Ensuite, je vais procéder à une chromatographie sur colonne pour séparer ces 2 produits B et C. La chromatographie
Donc ça va me permettre de les séparer, ça va me permettre de les purifier. Et je vais donc récupérer mes deux produits B et C avec des masses respectives, par exemple de M2 et M3. Donc ainsi, je vais avoir mes trois produits bien séparés, bien purifiés, et je vais pouvoir déterminer le pourcentage de chacun dans la quantité donc, de masse que j'ai utilisée au départ, qui est la quantité de 2 grammes. Et maintenant, donc voilà, on va passer à la partie pratique pour commencer cette extraction. Alors, sur le plan pratique, donc je vais mettre ma solution donc, de 15 ml d'éther qui contient les trois constituants A plus B plus C. Je vais la mettre dans une ampoule à décanter. Je vérifie que le robinet de mon ampoule à décanter il est bien fermé. Je mets toujours un petit bécher sous mon ampoule à décanter en cas voilà, par précaution, en cas de fuite. Et voilà, je vais verser ma solution, donc mes 15 ml de la solution qui contient les trois produits. Voilà, et je vais commencer à l'extraction par NaOH dans un premier temps. Alors, pour faire l'extraction, je vais la faire en 3 fois. Je vais prendre d'abord 10 ml de la solution de NaOH. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai dépassé un petit peu. Je vais donc faire une première extraction par NaOH. Voilà. Je vais agiter donc mon ampoule à décanter. Voilà, je la tiens correctement et je dégaze assez souvent. Voilà. Là, je suis en train tout simplement de faire passer mon naphthol, le 2-naphthol, en sa base conjuguée naphtholate par action donc de mon NaOH. Voilà, j'ai fait une première extraction. Je vais laisser décanter et je vais donc séparer mes deux phases. Donc j'aurai besoin de 2 petits béchers pour récupérer un petit herlène. Voilà, je vais prendre un petit herlène. Voilà. Alors ma phase aqueuse, c'est la phase inférieure et la phase organique, c'est la phase supérieure, puisque je travaille dans l'éther avec une densité donc, de 0,7 inférieure à 1. Donc l'éther il se trouve dans la phase supérieure donc et l'eau, donc la phase aqueuse, donc elle est en bas. Je sais que dans la phase aqueuse, j'ai le naphtholate et dans la phase organique, j'ai donc les deux constituants B et C. Alors je vais soutirer ma phase aqueuse, je la récupère dans ce bécher, dans ce premier bécher. Voilà. Et je vais faire une deuxième extraction, donc de la même façon. Je vais de nouveau ajouter 10 ml de ma solution NaOH, donc à la phase organique qui reste dans l'ampoule à décanter. Voilà, j'en prends 10 ml. Alors, je fais une deuxième extraction, je vais faire une troisième extraction. Parce que l'extraction, elle est plus efficace lorsque je la fais en 3 fois avec 3 fractions donc de solvant, plutôt que de la faire en une seule fois, par exemple avec 30 ml de la solution de NaOH. Alors, si je la fais, c'est après 3 fois, donc l'extraction, donc elle devient quasi nulle. Donc, ça ne sert à rien de passer à plus de 4 extractions. Il suffit donc de faire 3 extractions. On extrait le maximum de produits ainsi. Voilà, j'agite comme la première fois, je dégaze. Voilà, donc là, voilà, quand il n'y a plus rien qui passe, je laisse décanter et je sépare de nouveau mes 2 phases. Voilà, une fois qu'ils sont bien séparés, je vais soutirer la phase aqueuse donc dans le bécher qui contient la première phase aqueuse. Voilà, je vais rassembler mes 2 phases aqueuses et je laisse ma phase organique donc dans l'ampoule à décanter. Voilà, et je fais donc une troisième extraction qui sera la dernière. J'aurai tout extrait en principe. Voilà, j'ai fini avec ma solution de NaOH. Je bouche mon flacon et je le range. Je ferme mon ampoule à décanter. J'agite. Alors, je dégaze. Voilà, il y a encore un peu de produit qui est extrait. Voilà.
j'agite, je dégaze. Quand il n'y a plus de gaz, voilà, j'arrête mon extraction. Alors, de la même façon, je laisse séparer les deux phases. Voilà. Je rassemble mes trois phase aqueuse. Donc là, je rajoute la troisième phase aqueuse aux deux autres premières. Voilà. Là, c'est simple puisque la phase aqueuse elle est toujours en bas. Voilà. Et je soutire la phase organique dans un autre bécher. Voilà, je vais la mettre dans un autre bécher. Voilà. Alors, je sais que, alors là, voilà ma phase aqueuse et ma phase organique. Dans la phase aqueuse, j'ai donc le 2-naphtholate de sodium que j'ai extrait. Et dans la phase aqueuse, il me reste les deux composés, donc le naphthalène et la benzophénone, donc les deux produits B et C. Je vais commencer par la phase aqueuse. Donc là, pour reconvertir le naphtholate en naphthol, on va tout simplement ajouter de l'acide chlorhydrique bien concentré. Alors pour ceci, donc là l'acide chlorhydrique il est toxique, donc je dois faire cette opération donc sous la haute. Donc je remercie M. Bouhlam Lexeyer déjà qui nous a préparé donc la salle dans ces conditions. Et puis voilà, je vais lui donner la solution, comme ça il va nous rajouter donc de l'acide chlorhydrique sous la haute et on va récupérer donc notre naphthol brut. Voilà, je vous remercie M. Bouhlam. Alors pendant ce temps, donc M. Bouhlam s'occupe donc de cette phase aqueuse. Pour ma phase organique, je sais à chaque fois que je fais une extraction, j'ai toujours quelques gouttes d'eau qui restent dans la phase organique. Pour ceci, on utilise donc des desséchants qui vont absorber cette quantité d'eau. Alors, les desséchants qu'on utilise, alors les plus courants, donc c'est tout simplement un sulfate de sodium ou bien un sulfate de magnésium. Ces sulfates, en présence des molécules d'eau, ils vont tout simplement s'agglomérer et donc absorber l'eau qu'il y a dans la phase organique. Je vais rajouter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'agglomérat qui se forme. Voilà, j'ajoute et je vais agiter, voilà, entre-temps. Voilà. Alors là, voilà, dans ma solution, donc il y a l'agglomérat qui se forme au fond de mon bécher et je trouve que j'ai une petite suspension donc de sulfate. Ça veut dire que voilà, toute l'eau a été absorbée et le sulfate donc il reste sous forme donc mobile. Voilà, donc j'ai mis assez de sulfate de sodium et donc je vais, c'est bon, donc là c'est fini. Je vais tout simplement filtrer alors le sulfate pour récupérer donc ma phase organique. Je vais le filtrer dans un petit bécher ou bien un petit herlaine, à l'aide d'un entonnoir avec un verre, donc un papier filtre plissé. Donc voilà, je mets tout simplement un entonnoir avec un papier filtre plissé et je vais donc mettre ma solution. Ça va tout simplement filtrer par gravité. Voilà. Le sulfate de sodium donc hydraté, ça va rester donc au fond de mon ballon. Donc les restes, ils vont être retenus par mon papier filtre. Alors, une fois la filtration finie, je vais tout simplement, voilà. Alors, j'ai donc là les deux composés B et C qui sont dans l'éther, ma phase organique. Alors maintenant, ce qu'il va falloir, c'est éliminer l'éther pour pouvoir traiter donc ces composés par chromatographie. Alors ici, donc avant d'évaporer l'éther, je vais faire un premier test, une première plaque donc de chromatographie sur couche mince et donc analytique, et je vais voir tous les composés qui sont présents dans cette solution. Je vais les comparer donc à mon produit de départ, donc mon mélange, et je vais les comparer donc avec les produits commerciaux, donc des produits qui sont témoins, donc la benzophénone pure, le 2-naphthol pur et puis le naphthalène pur. Et donc je vais faire une plaque CCM. Ensuite, je vais évaporer donc de l'éther. Je vais évaporer l'éther en utilisant donc un évaporateur rotatif. Alors, je vais commencer par préparer ma plaque.
Alors, on va procéder maintenant à la chromatographie sur couche mince. Donc, il s'agit d'une méthode de séparation des produits afin de les analyser et afin de déterminer donc les conditions, donc les meilleures conditions dans lesquelles mes produits vont se séparer. Je vais faire d'abord une première plaque, je vais la préparer. Alors pour ceci, donc nous avons bien sûr le principe d'une chromatographie, c'est donc ça se pose sur deux constituants, c'est la phase stationnaire qui tout simplement donc ici donc c'est le gel de silice, donc c'est la poudre blanche. Dans le cas de CCM, elle est supportée dans ce cas par de l'aluminium. Et puis, il s'agit du deuxième paramètre qui est tout simplement les liants. Les liants, ça peut être un solvant ou un mélange de solvants. Ici, on va travailler avec un éliant qui contient donc de l'hexane, un solvant qui est apolaire, il n'est pas polaire, donc mélangé avec de l'acétate d'éthyle, un solvant qui est donc assez polaire, avec des proportions, donc 90% d'hexane et 10% d'acétate. Donc mes constituants, mes trois produits, ils vont se partager donc par interaction entre ma phase stationnaire et ma phase mobile. Et c'est ça qui va donc donner leur séparation en fonction de leur affinité vis-à-vis donc de ma phase stationnaire et de la phase mobile. Alors, pour commencer, je prends ma plaque CCM et je vais mettre une ligne avec un crayon. Je ne veux pas quand même abîmer ma plaque, je le fais donc de façon très douce, à peu près à 1 cm par rapport au bord. Je vais tracer un trait qui correspond au trait donc, de départ de mes solutés, les différents composés. Et je vais donc tracer ce trait à peu près donc, à 1 cm du bord inférieur. Ça va être la ligne de départ de tous mes constituants. Et je vais mettre donc en haut, à 0,5 cm à peu près du bord supérieur de ma plaque, je vais mettre une autre ligne qui va correspondre à la ligne de front de l'éliant. Donc c'est la ligne finale, donc à partir de laquelle je vais arrêter donc ma chromato. Alors donc la ligne inférieure, je vais tout simplement déposer ici mes différents produits. Ce que je veux déposer, c'est mes 3 témoins. Les 3 produits, donc le 2-naphthol, la benzophénone et donc le naphthalène. Donc ce sont des témoins, ce sont des produits commerciaux, ce sont des produits purs. Donc je vais déposer mes 3 témoins. Et je vais déposer alors le mélange initial qui contenait donc ces 3 produits et je vais déposer donc ma phase organique. Ma phase organique qui normalement elle contient les 2 produits B et C. Et là j'ai récupéré un petit peu de mon 2-naphthol que j'ai récupéré donc par une réaction au préalable. C'est le produit brut de naphthol. Ça permet aussi de vérifier sa pureté. Voilà, je vais déposer, donc là ça me fait 1, 2, 3, donc 6 produits. Je vais mettre ici donc 6 marques, 6 petites marques et sur lesquelles je vais donc mettre les 6 produits. Donc voilà, là j'ai donné des symboles à mes 3 composés. Donc je vais mettre le A, B et C. Voilà, A, B et C. Alors je n'appuie pas sur le crayon, donc je vais tout doucement et je vais mettre donc les 3 autres produits. Donc le A qui est brut, je vais mettre le mélange de départ et je vais mettre ma phase organique. Voilà, donc là j'ai mis tout simplement des petites marques par mon crayon. C'est les produits, donc là j'ai mis dans ce sens A, B, C. Mon mélange qui contient les 3 produits au départ, donc avant l'extraction. Ma phase organique qui contient les 2 produits et puis le A brut. Et je vais tout simplement déposer ces différents produits. Donc pour éviter les mélanges de tous ces composés, je vais tout simplement mettre un capillaire pour chaque solution. Un capillaire, tout simplement, qui permet donc tout simplement d'aspirer ma solution et de déposer donc sur ma plaque. Et donc je vais faire attention pour déposer que vraiment le minimum, pour avoir une petite tache bien définie et pour que je puisse bien voir la séparation entre les différents composés. Alors je vais commencer par le premier, donc la benzophénone que j'ai symbolisée par B. Voilà, je pique. Voilà, j'introduis mon capillaire dans le petit flacon. Alors, par capillarité, ça va aspirer donc la solution et je vais piquer donc ma plaque. Donc, sur la ligne de dépôt, donc à la lettre B, je vais déposer donc une tache.
Je dépose un petit peu et je souffle pour sécher le solvant. Comme ça, je vais reconcentrer. Donc là, je dépose une deuxième fois pour avoir une tâche bien... Voilà, une tâche bien... Donc là, pour la benzophénone, je vais refaire encore un petit pic. Voilà, je dépose sur le B. Voilà, je prends un deuxième capillaire pour ne pas avoir donc de mélange, pour avoir des produits purs. Alors là, c'est le A, c'est le 2-naphthol, et je dépose sur la lettre A un peu de produit. Oh, c'est difficile parce que... Donc là, pour le A, je vais déposer sur la lettre 1 un peu de 2-naphthol. Je souffle, j'évapore le solvant. Voilà. Et pour la lettre C, donc pour le naphthalène, je fais pareil et je dépose donc sur la lettre C un peu de naphthalène. Voilà. Ensuite, je vais déposer mon mélange. Voilà le mélange. J'ai gardé un petit peu de mélange au début de ma réaction, avant de faire l'extraction, qui normalement, il contient les 3 produits. Et voilà, je vais donc piquer mon mélange et je vais le mettre sur la lettre grand M. Voilà, ça doit monter par capillarité. Alors, des fois que le capillaire est bouché, donc là, ça n'aspire pas. Donc je pique 3 ou 4 fois lorsque mes produits ne sont pas trop concentrés. Et puis je vais piquer donc le produit A brut, donc c'est le 2-naphthol brut que nous avons obtenu après filtration. Donc la filtration on ne l'a pas encore faite aujourd'hui, on va la faire tout à l'heure. Et voilà, je vais mettre un tout petit peu pour pouvoir tout simplement contrôler la pureté de mon composé avant recristallisation. Voilà. Et puis il ne reste plus maintenant qu'à mettre donc ma phase organique qui doit contenir les 2 produits, donc le B et le C. Donc je prends un capillaire propre, voilà, pour être sûr que je n'ai pas donc contaminé mes produits. Et je dépose sur la lettre organique. Oh, j'ai mis O ici. Voilà. Donc comme ça, j'ai déposé alors tous mes produits avec mes témoins. Voilà ma plaque. Donc j'ai ici le A, donc brut, la phase organique, le mélange, le grand mélange avec les 3 produits. Alors le A, le 2-naphthol pur, le B, donc la benzophénone, et le C, donc le naphthalène pur. Alors maintenant, donc là, on ne les voit pas, ils sont pas visibles. Tout à l'heure, je vous montrerai donc la plaque donc sous lampe UV lorsque on va faire donc la révélation sur UV. Maintenant, donc là, je vais tout simplement les mettre dans une cuve. Je vais mettre mon élion dans ma cuve, c'est ma phase mobile, qui va permettre à véhiculer donc ces produits, chacun va migrer en fonction de son affinité par rapport à ma phase stationnaire et ma phase mobile, donc avec des temps de retention différents, ce qui va permettre en fait de les séparer. Donc je vais mettre un tout petit peu donc de solvant. Bien sûr, il faut que la ligne de solvant soit inférieure à ma ligne de dépôt pour ne pas solubiliser mes produits. Parce que là, en fait, j'ai tous les produits qui sont alignés sur la ligne de dépôt. Je vais mettre donc mon élion, donc à peu près 0,5 cm. Voilà, j'ai ici mis j'ai mis un papier filtre que j'imbibe également de ma phase mobile. Voilà. Donc je pense que là, j'ai mis assez. Voilà. Ce papier filtre, ça va m'assurer tout simplement la saturation du milieu donc en phase mobile. Merci. Et je vais donc mettre ma plaque. Donc la plaque, je vais éviter de la prendre par la main pour ne pas la salir. Je vais la prendre par une pince et je vais essayer de l'introduire donc dans la cuve. Voilà. Et je vais couvrir pour qu'il n'y ait pas donc évaporation de solvant.
Alors, une fois que j'ai mis ma plaque dans la cuve, il ne faut plus que je touche ma cuve, il ne faut pas que je la déplace, il ne faut pas que je la découvre. Donc, il faut laisser, il faut laisser les différents constituants donc, à migrer en fonction de leur temps de retention. Voilà, on va la laisser monter. Donc là, ça va demander un petit moment. Là, je vais peut-être boucher mes petits flacons, voilà, pour éviter qu'il y ait beaucoup de solvant, une saturation de solvant dans la salle. Je bouche mon flacon et maintenant je vais tout simplement mettre ma phase organique dans un ballon pour évaporer l'éther. Parce que tout à l'heure, je vais faire une chromato, et je vais pas la faire dans l'éther, et il me faut donc une solution concentrée en solvant. Voilà. Alors le ballon, normalement, je l'ai pesé avant, donc là je l'ai taré, comme ça je saurai combien j'ai de produits après l'évaporation du solvant, parce que là je rappelle que j'ai les deux composés B et C qui sont dans l'éther. Voilà. Alors pour éliminer l'éther, donc le solvant qui contient ces deux produits, je vais utiliser tout simplement un évaporateur rotatif. Et donc là, je vais brancher mon ballon à l'évaporateur rotatif, ou bien qu'on appelle tout simplement un rotavapor. Alors l'évaporateur rotatif, c'est tout ce système avec un bain d'eau. Alors mon but, c'est d'évaporer le solvant, donc il va falloir que je chauffe. Ici, je travaille dans l'éther, donc l'éther, ça s'évapore à 35 degrés, donc ça va se sécher rapidement. Alors, bien sûr, si je chauffe, je dois avoir donc un réfrigérant. Là, c'est un réfrigérant donc il est très gros. Chaque fois que j'ai un réfrigérant, je dois assurer une circulation d'eau. Donc, il est tout simplement branché donc à un robinet d'eau pour assurer donc le refroidissement des vapeurs qui vont monter donc le long de la tige. Et ces vapeurs, ils vont se condenser, ils vont retomber dans le ballon de récupération. Alors en plus, le système il est relié à une pompe à eau, voilà, qui va tout simplement réduire la pression pour accélérer donc l'évaporation du solvant. Alors mon ballon, je vais donc le brancher à mon rotavapor. Alors par souci donc qu'il ne me tombe dans le bain d'eau, je vais tout simplement mettre une pince qui va donc le maintenir. Ici donc nous avons donc là, je coupe donc tout simplement l'air pour mettre la pression, pour ouvrir l'eau pour qu'il y ait donc une pression. Je vais baisser le ballon pour qu'il trempe dans l'eau pour assurer tout simplement le chauffage. Alors là, pour qu'il y ait donc une solution homogène, un chauffage homogène, je vais tout simplement le mettre en rotation. Alors ça tourne, le solvant, ça chauffe, la pression s'attire et donc mon produit, donc mon éther, il va donc s'évaporer et donc il va se condenser et je peux le récupérer après donc pour une utilisation ultérieure si j'ai envie. Voilà, là vous voyez donc les gouttelettes un petit peu de solvant. Et voilà, donc je le laisse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éther. Donc il va éliminer le maximum d'éther. Voilà, donc l'éther il passe dans le réfrigérant et ça passe dans le ballon de récupération. Alors voilà, en attendant que mon produit sèche, que le solvant s'élimine, je vais aller faire la filtration de mon 2-naphthol en fait, pour récupérer le 2-naphthol brut. Alors là, c'est ma solution aqueuse à laquelle nous avons ajouté donc HCl. Donc là, notre 2-naphthol, il a précipité bien sûr dans l'eau puisqu'il n'est pas soluble dans l'eau. Maintenant, il suffit donc de le filtrer. Pour ceci, donc, nous avons le filtrer sous pression réduite en utilisant donc une pompe à eau. Nous avons donc ici une fiole à vide qui est reliée par ce tuyau à vide, un cône pour assurer l'étanchéité du système. Et donc, je vais utiliser soit un Büchner, donc un entonnoir filtrant, soit un Büchner, soit un frité. Alors, la différence entre les deux, un Büchner, donc là, c'est percé. Je dois mettre du papier filtre au fond pour que mon solide ne passe pas à travers les trous. Soit j'utilise un frité. Un frité, c'est beaucoup plus pratique parce que l'entonnoir, il est muni d'un verre frité, voilà, que vous voyez au fond. Là, donc là, avec une porosité différente. Si je regarde alors cet entonnoir, je retrouve ici un numéro 2,2. Le numéro 2,2 qui veut dire tout simplement, qui me donne une indication sur la porosité de ce verre frité.
Donc la porosité, ça peut aller de 0 jusqu'à 5 en fonction de ce que je veux filtrer. Si j'ai par exemple des particules très grosses, je peux utiliser carrément un entonnoir avec un numéro 0 ou bien un numéro 1, ça suffit largement. Si j'ai par exemple des particules très fines, c'est des poudres très très fines, et donc ils vont passer à travers le frité par exemple de porosité 1 ou bien 2, je vais utiliser un frité par exemple de porosité 4. Donc le numéro, ça m'indique tout simplement la taille des pores qui constituent mon verre frité. Bon, c'est vrai que c'est pratique, mais c'est un matériel qui est très coûteux. Donc nous, on va se contenter d'utiliser tout simplement un Büchner. Voilà, je vais mettre mon Büchner sur mon cône. Je vais mettre 2 papiers filtres. Et mes papiers, là, je suis en solution dans l'eau. Je vais imbiber mes papiers filtres pour qu'ils adhèrent bien au fond de mon Büchner pour éviter que le papier filtre ne surnage lorsque je vais rajouter ma solution. Donc, je vais les imbiber par de l'eau puisque voilà, je travaille dans l'eau. Voilà. Comme ça, ça va bien adhérer au fond. Et je vais tout simplement ajouter donc la solution d'acide de 2-naphthol, donc après acidification. Je vais bien sûr ouvrir l'eau pour assurer donc la pression pour que ça aille vite. Voilà, donc le produit que nous avons récupéré donc à partir d'une réaction antérieure, voilà, c'est le 2-naphthol. C'est un produit qui est coloré, c'est un produit donc qui est encore impur. Et je sais, donc voilà, on va finir sa filtration tout à l'heure. Voilà. Et ce produit, donc voilà, il n'est pas pur, il n'est pas propre. Il faut donc le solubiliser. Alors, je ne dois pas oublier quand même ma plaque, puisque alors je vais surveiller de manière à ce que donc une fois que le solvant arrive donc à la ligne de front, je vais enlever ma plaque, je vais la laisser sécher et je vais la regarder tout à l'heure après que je lance ma recristallisation. J'ai donc les 2 produits qui sont dans la phase organique, alors dans le ballon, voilà, l'évaporation est finie. Je soulève alors le ballon, je vais donc casser le vide et je vais tout simplement enlever mon ballon. Voilà, et je vais tout simplement chromatographier tout à l'heure ce produit. Alors, je vais lancer ma recristallisation, la recristallisation du 2-naphthol, et ensuite, on va donc voir la plaque. Pour le 2-naphthol, donc la recristallisation, c'est la méthode classique de purification de tous les produits qui sont à l'état solide. Donc, je vais mettre mon produit dans ce petit herlène. Je vais mettre un bouchon, donc un réfrigérant à air, et je vais le chauffer. Le principe de la recristallisation est de pouvoir et donc choisir un solvant ou bien un mélange de solvants dans lesquels mon produit est soluble à chaud, mais il doit être insoluble à froid. Donc le produit et les impuretés vont se solubiliser à chaud, les impuretés vont rester solubles même à froid, mais il n'y a que mon produit seul qui va précipiter. Ça me permet d'avoir un produit qui est bien pur. Alors pour le volume que je vais mettre donc de mon solvant, je dois mettre un minimum de solvant pour avoir un très bon rendement de recristallisation. Le mélange ici, qui nous donne une bonne recristallisation, c'est un mélange eau-éthanol avec des proportions donc 60-40. Je vais donc mettre à peu près, voilà, bon peut-être, je vais mettre les 10 millilitres et je vais mettre à chauffer. Voilà. Dans un bain d'eau, voilà. Voilà. Si jamais ça ne se solubilise pas, je vais tout simplement ajouter encore une petite quantité de solvant, de mélange de solvant que j'ai utilisé. Donc ici notamment un mélange eau-éthanol.
Voilà, je laisse que ça chauffe. Quand j'arrive à ébullition, que tout n'est pas soluble, je vais rajouter un petit peu d'éthanol. Si tout est soluble, c'est bien. Là, il y a encore un peu de produit. J'agite pour accélérer la solubilisation. Voilà. Je pense que tout est soluble. Et je vais chercher un petit bécher pour récupérer mon produit après filtration. Voilà, merci. Parce que c'est trop gros pour récupérer après. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de particules qui restent insolubles, je n'aurai pas besoin de filtrer. Sinon, je vais filtrer mon produit à chaud. Donc là, il me semble que tout est soluble. Je le fais quand même par précaution. Voilà. Voilà, comme ça c'est parfait. Et je mets donc tout simplement mon produit dans un bain de glace pour le laisser précipiter, donc tout doucement. Voilà. Donc ainsi, nous avons donc notre produit, le 2-naphthol, qui est bien pur. Tout à l'heure, on va le filtrer et on va le récupérer. On va peser sa masse pour savoir la quantité qu'il y a donc de 2-naphthol dans le mélange et pour pouvoir calculer donc son rendement par rapport aux 2 grammes de mélange que nous avons introduit au départ. Alors maintenant, je vais aller à ma plaque, donc qui a séché entre-temps. Et je vais la regarder. Alors là, vous voyez bien, la plaque, donc, elle n'est pas, donc, je ne vois pas les produits, donc ils ne sont pas visibles à l'œil nu, mais on a recours donc à une méthode de révélation qui est tout simplement donc la lampe UV, la lumière donc ultraviolette, et je vais la mettre donc sous une lampe UV pour voir, donc ça, pour révéler donc les différentes tâches. Alors ici, donc, je peux voir donc sur la, voilà, pour voir alors la. Donc, je vais repérer toutes les tâches que je vois donc à l'UV. Et je vais tout à l'heure donc récupérer ma plaque et je vais calculer donc une grandeur qui caractérise chacun, donc son rapport frontal que je vais expliquer tout à l'heure. Donc là, en attendant, je vais donc tourner, je vais tout simplement là. Vous regardez ici au milieu, nous avons donc le mélange des 3 composés. Voilà, je vois 3 tâches, 1, 2 et 3. Pour le composé A, je le vois, donc il est pur, le composé B et le composé C. Vous voyez bien que ces 3 composés sont bien séparés. Il y a bien une différence de migration entre les 3 composés. Pour la phase organique, je vois bien les 2 produits en haut, donc qui sont tout simplement le B et le C. Et pour l'acide brut, donc le produit brut, donc je le vois ici, donc un petit peu, je le vois pas correctement. Je vais donc prendre ma plaque, je vais faire des rangs et je vais donc calculer mes rapports frontaux. Voilà, en fait, on va tourner, on va entourer donc chaque. Alors pour la phase organique, j'ai fait de grosses tâches, donc ce qui n'est pas bien. Et donc ici, voilà, et je vais interpréter ma plaque. Donc là, le composé C, qui est tout simplement le naphthalène, voilà, c'est celui qui migre le plus vite. Voilà, c'est le produit apolaire, le naphthalène. Alors le produit B, qui est la benzophénone, voilà, qui est moyennement polaire, donc je le retrouve à peu près au milieu. Le composé A, le 2-naphthol, donc très polaire, avec un hydrogène protique, donc le OH. Et donc là, il est retenu par ma phase stationnaire, donc il migre très, très lentement, je le vois en bas. Voilà, donc là le mélange donc, contient le 2-naphthol,
contient la benzophénone et qui contient donc le naphtalène. Ma phase organique, elle est constituée donc de la benzophénone et du naphtalène. Et mon produit brut, et là j'ai remarqué qu'il y avait donc un peu de dépôt en bas, donc mon produit que j'ai préparé, qui est encore impur, c'est pour ça donc qu'on l'a recristallisé. Voilà donc pour cette première plaque, donc une plaque analytique, qui me permet de donner donc une idée sur la différence donc de migration de chacun de mes constituants pour voir si je pourrais les séparer dans ces conditions ou non. Donc là, les deux composés donc, que je veux maintenant séparer par chromatome, ce sont donc le B et le C. Donc là, ils se séparent bien. Et je vais pouvoir donc lancer ma chromatographie sur colonne dans ces conditions. Alors, donc on peut préparer donc la colonne. Pour ceci, alors j'ai besoin donc d'une colonne. C'est toujours le même principe. Je vais utiliser ici une phase stationnaire qui est tout simplement un gel de silice. Mon gel de silice, c'est tout simplement cette poudre. Donc là, les grains sont bien mobiles. Quand j'utilise donc une plaque, le gel de silice, donc il est fixé sur une plaque d'alumine. Là, c'est libre et ça va me permettre ici de séparer. Donc là, ça me permet juste d'analyser, de voir les conditions qui permettent la séparation. Et quand je vais utiliser une colonne, ça va me permettre de séparer les deux composés que je veux séparer. Donc ici, normalement, on utilise à peu près 1 gramme pour 1 gramme de produit donc à séparer. On utilise à peu près 30 grammes. Donc on peut utiliser moins ou plus en fonction donc de notre constituant. Si j'ai beaucoup de produits dans mon mélange, si les produits sont très proches, donc je peux mettre un peu plus. Sinon, si les produits se séparent bien, je peux mettre un petit peu moins. La même chose, donc la grosseur de ma colonne dépend aussi des constituants que j'ai dans mon mélange. Alors ici, nous avons 25 grammes, c'est suffisant pour séparer ces composés. Alors, le gel de silice, je vais le diluer avec mon mélange hexane acétate d'éthyle. Voilà. Donc ma phase mobile, c'est le mélange acétate d'éthyle hexane. Voilà. Et puis je vais le mettre dans ma colonne. Alors les tubes, je m'en servirai tout à l'heure. Alors là, donc je vais mettre un petit bout de coton pour que donc ma silice ne passe pas à travers le robinet. Voilà. Donc là, je ne vais pas mettre beaucoup parce que sinon après ma colonne va être très très lente. Voilà, je vais enfoncer le coton jusqu'au fond donc de la colonne. Le mieux serait de mettre un petit peu de... J'avais oublié de mettre un petit peu de solvant, comme ça va tomber plus vite. Voilà. Donc je vais enfoncer mon coton. Et maintenant, je vais essayer donc d'introduire ma silice. Donc je vais couper, je vais fermer le robinet. Je vais essayer donc de mettre ma silice, donc tout doucement. Il faudrait éviter que le coton donc, nous monte. C'est pour ça que je suis obligée d'aller un petit peu doucement. Voilà. Je récupère donc toute la quantité de silice que j'ai. Donc je rappelle que la silice, le gel de silice donc, est composé, donc il possède des groupements SiOH qui sont alors très polaires, et donc la silice a une forte polarité. Alors une forte polarité qui va se traduire par une capacité à interagir avec les solutés qui sont très polaires. Donc ceux qui se ressemblent s'assemblent. Donc comme ça, elle va retenir les produits qui sont très polaires
et donc ils vont migrer donc très lentement. Ils vont avoir un temps de rétention qui est très important. Alors ici, nous utilisons un éliant qui n'est pas très polaire, puisque l'hexane a 90% un solvant non polaire, avec uniquement 10% d'acétate d'utile. Généralement, on utilise des solvants qui ne sont pas trop polaires lorsque je travaille avec la silice ayant le caractère polaire, pour assurer donc une bonne séparation des produits polaires et non polaires. Voilà. Donc j'ouvre mon robinet, puisqu'il faudrait que tout mon éliant, donc là il faut que tout mon éliant passe, de manière à ce que je puisse déposer, donc je dépose mon produit sur la surface de ma silice. Alors, ce qu'il faut savoir, il ne faut jamais laisser sécher la silice, parce qu'après ça va me créer des fissures et les produits ne vont pas se séparer correctement. Donc je vais juste tasser un petit peu. Je ne veux pas avoir de bulles d'air, parce que pareil, ils vont perturber donc, la séparation des produits. Voilà, et là je vais attendre jusqu'à ce que tout l'éliant en fait ne passe. Voilà, colonne un petit peu lente pour l'instant. Voilà. Entre-temps, donc, M. Boelem, il va nous poser donc, le produit que nous avons obtenu après recristallisation. Il va filtrer et il va nous donner donc, juste la masse du produit. Et donc, pour qu'on puisse calculer le rendement tout à l'heure. Alors, je vais préparer ici, donc en fait, quand j'ai travaillé avec ma plaque de silice, alors j'ai déposé les produits en bas et les produits donc ils montaient vers le haut. Alors avec la colonne on va faire l'inverse. On va déposer le produit en haut et les produits vont migrer, donc vont descendre donc là par gravité. Donc ils vont être éliés par notre éliant et ils vont passer donc pour sortir en bas. Pour ceci je vais préparer donc des tubes que je vais numéroter pour recueillir toutes les fractions, pour pouvoir les analyser et donc déterminer celles qui contiennent le produit B et celles qui contiennent le produit C et celles qui sont mélangées. Alors si je regarde ma plaque, alors le produit C, c'est le produit donc le moins polaire finalement, puisque c'est lui qui sort le premier. Donc ce que je vais récupérer en premier lorsque je vais faire ma plaque, c'est le composé C. Alors le composé C, c'est tout simplement le naphthalène. Et puis après, je vais récupérer les fractions qui vont contenir tout simplement le produit B qui est la benzophénone. Voilà. Alors si ma colonne elle est bien tassée, voilà, je vais essayer d'enlever un petit peu de solvant par en haut pour aller un petit peu plus vite. Voilà. Voilà, maintenant alors ma colonne, donc ma silice elle est bien tassée. Je vais déposer donc mon produit quand il n'y aura plus de solvant, quand donc le liant donc, arrive à la surface de la silice. Et donc pour ne pas perturber la surface de la silice, je vais mettre tout simplement soit un petit bout de coton, soit un petit peu de sable. Alors là je vais mettre un petit peu de sable et que je vais déposer sur la surface. Comme ça quand je vais rajouter mon produit, donc je ne vais pas perturber la surface. Donc, comme ça, c'est suffisant. Je vais essayer de récupérer ce qu'il y a sur le bord, sinon je vais être obligée d'en rajouter un petit peu. Donc là, ça ne gêne pas, ça ne réagit pas avec mon produit.
Voilà, je tapote tout doucement, donc je ne veux pas quand même casser ma colonne. Alors, je profite, donc en attendant, il faudrait que je reste en face de ma colonne pour éviter qu'elle ne sèche, parce que si elle se sèche, je vais avoir une mauvaise séparation des produits. Alors, pour interpréter un petit peu ces résultats. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gel de silice, donc ça possède des groupements OH, et donc, par exemple, avec le 2-naphthol, qui est polaire, le 2-naphthol, donc avec le groupement OH, donc il y a une polarité dans la molécule, donc j'ai un hydrogène donc qui est acide, ça peut former des liaisons hydrogène avec le SiOH de ma silice. Donc c'est pour ça donc la silice interréagit avec le 2-naphthol et ça le retient. Parce que je forme des liaisons hydrogènes, elles sont très fortes, ça les retient. Donc c'est pour ça que je regarde. Alors mon 2-naphthol, c'est le composé A, donc là il a un temps de rétention qui est très grand, donc là c'est le dernier qui migre. Ensuite, je passe à la benzophénone avec une liaison CO, donc qui est aussi polarisée, mais qui ne possède pas de protons, donc qui ne possède pas de groupement H. Et donc, voilà, je la retrouve donc au milieu, normal. Donc, elle est moyennement retenue par ma silice. Et puis, le naphthalène, qui n'est pas polaire, qui n'est pas protique. Et donc, ça migre rapidement, puisqu'il n'a pas d'affinité avec ma phase stationnaire. Et donc, il n'est pas retenu. Voilà, donc pour comprendre cet ordre donc, de séparation. Voilà, ma colonne, elle est pratiquement prête. Voilà, je vais fermer pour éviter qu'elle ne sèche. Je vais mettre un petit peu de mon élion, voilà le mélange après évaporation d'éther. Donc je vais mettre un petit peu d'élion pour solubiliser mon mélange. Un minimum d'élion parce que je veux avoir une solution qui est bien concentrée. Voilà. Je solubilise alors mon produit. Voilà. Donc quitte à le chauffer un petit peu, sinon là ça va. Voilà. Tout n'est pas encore soluble, je rajoute encore un petit peu d'élion. Donc, bien sûr, l'interaction avec la phase mobile, elle dépend donc de la différence de solubilité des produits dans mon élion, donc dans ma phase mobile. Voilà. Une fois que tout est soluble, voilà, j'ai ma solution bien homogène et je vais tout simplement la déposer donc en haut de ma colonne. Alors, pour ne pas perturber la surface de ma silice, je vais déposer sur les bords. Il faut aller donc le plus bas possible. Voilà. Après, donc je vais rincer pour récupérer tout le reste. Voilà, comme ça. Voilà, je dépose sans perturber ma surface. Voilà, je dépose sur les bords par une pipette de Pasteur. Voilà. Et maintenant, donc, je vais ouvrir mon robinet et je vais surveiller donc, ma solution. Donc là, il faudrait que le mélange de mes produits et donc éviter de laisser sécher donc, la silice. Donc je vais surveiller. Une fois que ça arrive au niveau du sable, je vais donc arrêter et je vais rajouter donc, mon élion. Je prépare mon élion. Voilà, vous remarquez que vous voyez, donc il y a déjà le produit qui commence à migrer. Voilà donc l'utilité du sable. Ça me permet donc déjà. Voilà.
Et je vais donc rajouter mon élion de la même manière sur les bords pour récupérer donc le produit qui reste et pour voilà, éviter de perturber donc la surface. Voilà, je continue à rajouter l'élion. Voilà. Et mon produit donc, commence à migrer. Donc là, tout dépend de la vitesse de migration de mes composés B et C. Et donc, le plus rapide, le moins polaire, ça va sortir le premier. Bien sûr, dans ces conditions d'élution. Voilà, je remplis ma colonne avec mon élion, comme ça, je suis tranquille pendant un petit bout de temps. Alors, je prépare des tubes dans lesquels je vais récupérer tout simplement des fractions à chaque fois. Donc, je vais récupérer un petit peu, par exemple, 10 ml à 15 ml de solution. Je vais les numéroter, donc 1, 2, ainsi de suite. Et donc, je vais récupérer mes fractions. Je vais les analyser par CCM, parce que je vais piquer chaque fraction sur une plaque, comme j'ai fait tout à l'heure. Et je vais la faire, je vais la mettre dans ma cuve à élution, donc toujours avec mon élion. Et je vais voir sous la lampe UV ce que ça va me donner. Voilà, donc là je sais qu'il n'y a rien qui passe maintenant parce qu'il faut un temps quand même pour que les produits arrivent au front. Et donc je laisse passer l'élion, je vais le réutiliser pour ma colonne. Et donc ensuite je vais prendre les différentes fractions. Alors je vais voir ma plaque. Donc là, tout simplement, je vais installer, donc j'attends un petit peu et je sais que les premières fractions, il n'y aura pas de produit. Je vais juste installer donc, les tubes pour que vous voyez comment ça marche. Voilà, je peux normalement, voilà. Voilà. Donc ça passe dans les tubes. Quand ça arrive à peu près jusque-là, je vais glisser mon support pour récupérer la deuxième fraction et ainsi de suite. Et je vais faire des plaques donc au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de produit qui passe. Donc là, j'avais déjà préparé donc, des fractions avant, donc j'avais déjà fait la colonne. J'ai récupéré, donc là, j'ai récupéré en fait 14 fractions. Donc j'ai piqué alors toutes ces fractions sur une plaque de silice. Voilà. Sur ma plaque de silice, alors j'ai piqué le composé C et j'ai piqué le composé B. Parce que je sais que donc là, c'est ma phase organique, elle contient le mélange B plus C. Et j'ai piqué donc dans chaque. Donc là, tout simplement, j'ai introduit mon capillaire et j'ai déposé les produits 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, les 6 premiers produits. Et je vais voir sous lampe UV ce que je vais voir. Voilà. Je mets toujours mes témoins pour avoir donc une comparaison, pour voilà, être sûr. Voilà. On travaille à 264 nanomètres. Alors,
Donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Le composé C, c'est le composé qui passe donc en haut. Là, on ne le voit pas très bien. Je ne l'avais pas entouré hier. Alors, pour le composé donc 1, je ne vois rien. Donc, le composé 1, il ne contient que les ions. Donc, je peux le remettre, en fait, dans la colonne. Pour le composé 2, donc, nous avons une tâche qui correspond donc, à mon composé B. Pour le composé 3, j'ai une tâche qui correspond à mon composé donc, C. Pour le composé 4, nous avons constaté que j'ai un mélange entre le composé B et C. Alors, à partir, donc là c'est le composé 5. Pour la fraction 6, je ne vois que le composé B. Voilà, donc la plaque. Ce que nous remarquons, alors la première fraction, donc la fraction 1, elle ne contient rien parce que j'avais aucune tâche. Pour le composé C qui correspond donc au naphtalène, donc il migre donc le premier en haut. Alors la fraction 2, il ne contient que le composé C. La fraction 3, il ne contient que le composé donc C. Par contre, dans la fraction 4, j'ai trouvé 2 tâches qui correspondent donc à un mélange entre B, voilà, le B que peut-être que j'avais oublié de mettre, le composé B et le composé C. Le composé B, alors la fraction 6, là, donc on commence à voir le composé B tout seul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre un ballon, voilà, un ballon donc, que je vais passer donc au rotavapeur. Alors, je sais que 1 ne contient rien, donc c'est juste le lion tout seul. Par contre, alors si je regarde ici, donc j'ai 2 et 3, ce sont alors les fractions qui ne contiennent que le composé C, donc que le naphtalène. Voilà la fraction 2, voilà. Alors, je n'oublie pas ici ma colonne, donc là, il faudrait que je passe à la deuxième fraction, sinon ça va déborder. Voilà, il faut faire attention. Je surveille en même temps cette deuxième colonne. Alors, donc dans mon ballon, je vais mettre la fraction 2 et la fraction donc 3. Voilà. Maintenant, il va falloir que j'élimine mon hélium, donc l'acétate d'éthyle et l'hexane, pour récupérer donc le produit C, donc pour voir la quantité pure de produit C que j'ai obtenu. Voilà, je vais la mettre de côté. Tout à l'heure, on va évaporer le solvant. Et en ce qui concerne donc les autres fractions, alors je sais que alors la 4, je l'ai pas mise. Alors la 4, elle contient un mélange. Je laisse le mélange après, donc on pourra le récupérer, refaire une autre chromatographie donc ultérieurement. Alors je prends un deuxième ballon. Bien sûr, tous mes ballons, je les ai déjà pesés à l'avance. Je connais la masse de chaque ballon. Donc après évaporation de mon hélium, je vais savoir la quantité que j'ai de produit ici. Alors ici, j'ai donc la fraction 5. La fraction 5 que je vais mettre dans le deuxième ballon, dans lequel je vais mettre ici donc le composé B. Alors, la deuxième plaque que j'avais déjà préparée, que j'avais faite, c'est donc la plaque sur laquelle j'ai déposé donc les fractions de 7 à 13. Voilà, je la mets sous lampe UV. Alors, j'ai piqué à droite le composé B. Et donc, vous voyez que toutes les tâches, voilà, ils sont donc au même niveau que le composé B. Donc, pour les fractions de 7 à 13, je n'ai que le produit donc B, donc qui est tout simplement le composé B, qui est la benzophénone. Voilà, qui est la benzophénone. Donc, je vais regrouper toutes ces fractions, donc à partir de 6, qui provenait de la première plaque. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vais toutes les réunir dans un même ballon. Donc voilà, je vais le faire petit à petit. Je vais chasser les lions et comme ça me permettra de savoir, après évaporation de mon hélium, la quantité donc, de benzophénone que j'ai récupérée après chromatographie. Donc là, vous le voyez bien, donc cette technique de chromatographie, ça me permet de purifier les produits. Je ne vais pas prendre les mélanges. Donc les fractions dans lesquelles il y a un mélange, je les laisse de côté.
Donc pour après, ce que je vais prendre que les produits qui sont purs. Vous le voyez bien donc dans cette plaque, toutes les tâches, donc voilà, je les entoure par un crayon, comme ça, voilà, une fois que je n'ai plus de révélation. Là, c'est le témoin, c'est le B. La fraction 13, il n'y a presque rien, il n'y a presque plus de produits. Donc là, je me suis arrêtée à 14. En 14, je n'ai plus de produits. Et voilà, j'ai fini ma colonne. Voilà, je vais récupérer toutes ces fractions dans mon ballon, mon deuxième ballon. Je vais chasser les lions et je vais vous dire alors combien j'ai récupéré donc, de produits. Alors, en B et en C. Alors, la colonne, je vais la finir après. Voilà, ainsi donc nous avons séparé donc les trois produits. Alors le 2-naphthol par extraction acide-base, alors la benzophénol et le naphthalène par chromatographie sur colonne, après analyse sur une chromatographie sur couche mince. Donc là, voilà, j'ai oublié de vous parler, alors soit je prends l'une ou l'autre des plaques. Voilà, j'en ai. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas ça. Donc, n'importe quelle plaque, voilà, par exemple celle-là, la première dans laquelle j'ai fait un témoignage. Et alors, je dois savoir que pour une même phase stationnaire, la phase stationnaire que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est la silice, c'est un gel de silice. La phase mobile que j'ai utilisée, c'est un mélange hexane-acétate d'éthyle avec 90% d'hexane. Donc dans ces mêmes conditions, je vais obtenir alors des tâches qui sont bien séparées. Pour les différencier, nous avons une grandeur qui caractérise chaque composé. Cette grandeur que nous appelons tout simplement le rapport frontal. Le rapport frontal, tout simplement, par exemple pour le composé C, je vais prendre un double décimètre et je vais prendre la distance qu'aura parcouru donc mon composé C, voilà. Ici par exemple je vais trouver 3,4. Alors là, c'est le RF de mon composé C. C'est 3,4 cm. Et je vais prendre donc, la distance voilà, qu'aura parcouru donc, le solvant, donc jusqu'à la ligne de front. Et je vais diviser, donc là, je pense 5,2 ou 5,4. Et donc, je vais faire mon calcul. Ça va me donner les RF donc, de mon produit C. Je fais la même chose pour le composé B. Je prends la distance entre la base, donc qui est la ligne de dépôt, jusqu'à donc l'arrivée de mon composé B. Et je vais diviser cette distance sur la distance qu'aura parcouru tout son lion. C'est la même distance. Donc là que j'ai mis ici 5,4 ou 5,2. La même chose pour le naphthol. Le 2-naphthol, voilà, qui a un petit RF, puisque la distance, elle est petite par rapport donc, à la distance globale. Alors, ces RF, ils vont être les mêmes, même si c'est le produit et les décrits, vous allez trouver le même RF, à condition que ce soit dans les mêmes conditions. La même phase stationnaire, la même phase mobile. Et voilà, donc cette séparation, ça me permet, ça me permet d'illustrer cette technique, de mettre, donc bien sûr en valeur, cette technique qui est couramment utilisée en chimie, surtout en chimie organique. Et je vais vous donner donc les masses de produits que nous avons obtenus, donc que nous avons déjà calculées, donc bien sûr les masses que nous avons obtenues hier par la même réaction, puisque alors, ce qui concerne alors les RF, je vais voir les RF, les valeurs que j'ai trouvées. Voilà, les RF que j'ai trouvées, alors par exemple, pour A qui est le 2-naphthol, c'est un RF de 0,15. Alors, d'après la chromatographie que j'ai faite donc auparavant, voilà ma plaque. Je vais noter donc les différents RF. Donc là, je vais mettre les composés. Donc je vais ne mettre que les composés, donc A, B et C. Donc on a dit que A, donc puisqu'il possède donc une liaison hydrogène, et donc il a une forte affinité avec la silice qui est très polaire. Donc je le retrouve ici. B qui est donc la benzophénone qui est donc assez polaire mais non protique. Je la retrouve au milieu. Et puis C qui n'a pas de groupement, il n'y a pas de polarité. Donc là, c'est celui qui migre rapidement par rapport au front. Donc là, c'est la ligne de base
là où j'ai déposé mes 3 produits. Je répète que pour calculer donc, le rapport frontal qui est une caractéristique, qui est une grandeur qui caractérise mon produit, je calcule tout simplement ces distances, voilà, par un double décimètre D1, D2, D3, D3, et je vais tout simplement la diviser par la distance qu'a parcouru mon aiguillon. Donc la distance grand D. Donc ce rapport frontal, donc ça va être par exemple D1 sur D pour A, D2 sur D pour B et D3 sur C pour D3 sur D pour C. Alors, en ce qui concerne les rendements, donc il faudrait bien que je donne un rendement de ces 3 composés par rapport à ma réaction. Donc, au départ, on avait introduit 2 grammes de mélange. Nous avons récupéré, alors là, je vous donne les masses que j'ai trouvées. Pour le composé A, on a trouvé 0,4 grammes. Pour le composé B, on a trouvé donc 0,5 grammes. Et pour le composé C, donc j'ai trouvé une masse de 0,04 grammes. Pour calculer le rendement pour chaque, c'est un rendement massique tout simplement. Donc le rendement en A, ça va être tout simplement 0,4 sur 2 grammes que j'ai mis au départ et multiplié par 100. Donc là, ça fera 0,4 sur 2, je ne sais pas combien ça va faire. 4 sur 2, ça fera 20%. Ça sera donc un rendement à peu près de 20%. Voilà, vous faites la même chose pour B, donc le rendement en B et le rendement en C. Donc c'est vrai que je perds un petit peu en rendement par rapport aux 2 grammes. Donc bien sûr, il y a beaucoup de pertes lorsque je fais la recristallisation. Lorsque je fais la chromato, j'ai un petit peu de produit qui est resté mélangé. Donc c'est pour ça que bien sûr que la somme ne me donne pas vraiment donc, de grammes. Et voilà, mais donc là, ça permet de donner donc de la lumière sur ces méthodes, ces techniques qui sont très utilisées en synthèse organique. Voilà, donc voilà, cette séance est finie.